Le dernier jour de la vie de Michael Jackson, rien ne semblait inhabituel aux yeux du monde extérieur, pourtant tout autour de lui s'effondrait en silence. Il répétait pour le plus grand retour de sa carrière, se poussant bien plus loin qu'un homme dans son état n'aurait dû, déterminé à reprendre la scène une dernière fois. Ceux qui l'entouraient sentèrent que quelque chose n'allait pas, sans pouvoir l'expliquer, ne percevant que le poids de l'épuisement et de la pression qui l'enveloppait. Et au fil des heures, Michael Jackson, l'un des artistes les plus célébrés de l'histoire, avançait vers un destin que personne autour de lui n'aurait imaginé si proche. Le retour qui n'était jamais destiné à avoir lieu. Début 2009, Michael Jackson se tenait au bord de ce qui devait être le retour le plus triomphal de l'histoire de la musique. À 50 ans, après des années de scandales, de procès, de ruines financières et de cruauté médiatique, il accepta une résidence massive de 50 concerts à l'O2 Arena de Londres intitulée « This Is It ». Les billets se sont vendus en quelques minutes. Les fans étaient convaincus que le King of Pop était prêt à reconquérir le monde. Mais ceux qui connaissaient Michael savaient pourquoi il avait accepté quelque chose d'aussi éprouvant physiquement. Il croulait sous les dettes, environ 400 millions de dollars selon les rapports, et voyait cette tournée comme son unique chance de renaître, financièrement et artistiquement. Michael se plongea dans les répétitions avec une intensité qui inspirait autant qu'elle inquiétait son entourage. Il travaillait des heures chaque jour au Staples Center, obsédé par les éclairages, la chorégraphie, les nouvelles chansons et les moindres détails de la production. Il voulait la perfection, il voulait la rédemption. Pourtant, derrière ces répétitions structurées, la pression de devoir assurer 50 concerts à guichets fermés commençait à l'écraser. Sa maquilleuse de longue date, Karen Fay, son coach vocal Dorian Holley, le chorégraphe Travis Payne et le directeur Kenny Ortega observaient tous des changements marqués dans son comportement à l'approche de juin. Ils se souvenaient de frissons, de paranoïa, de répétitions étranges dans son discours et d'une fragilité physique qu'il ne cherchait même plus à cacher. La seule pré-production de la tournée avait déjà coûté plus de 25 millions de dollars et AEG Live, le promoteur, poussait sans relâche pour maintenir le calendrier. Le médecin personnel de Michael, le docteur Conrad Murray, intégré au cercle proche en mai 2009, était chargé de le garder prêt pour la tournée. Du moins, officiellement. En réalité, Michael luttait contre une insomnie chronique si sévère qu'il ne pouvait dormir sans médicaments puissants. Il souffrait également de douleurs persistantes dues à d'anciennes blessures, les brûlures de l'accident Pepsi en 1984 et une fracture de la colonne causée par l'effondrement d'une scène lors d'un concert à Munich. En 2009, Michael dépendait fortement des médicaments, notamment des benzodiazépines et, plus dangereusement encore, du propofol. Au fil des jours, Michael commença à manquer des répétitions. Ortega envoya un email au dirigeant d'AEG avertissant que Michael montrait des signes de paranoïa, d'anxiété et de comportement proche d'un trouble obsessionnel. Mais lors d'une réunion tendue le 20 juin, Murray insista sur le fait que Michael était physiquement et émotionnellement apte et exigea que toutes les décisions médicales lui reviennent exclusivement. Les personnes présentes se sentirent mal à l'aise, mais personne n'osa contester le médecin. Michael retourna aux répétitions, mu par la détermination plutôt que par la force. Ainsi, avec tout en jeu, ses finances, sa réputation, son héritage, Michael Jackson continua d'avancer, sans savoir que le compte à rebours final avait déjà commencé. La dernière performance qu'il ait jamais donnée. Dans la nuit du 23 juin 2009, à seulement 2 jours de sa mort, Michael Jackson monta sur la scène du Staples Center à Los Angeles pour ce qui serait, sans qu'il le sache, la dernière performance de sa vie. L'arène était vide, hormis les danseurs, les membres de l'équipe technique et un petit cercle de collaborateurs de confiance qui travaillaient avec lui depuis des décennies. Après des semaines d'absence irrégulière et de moments d'effondrement physique, Michael apparut soudain transformé ce soir-là, concentré, énergique
et se mouvant avec une clarté qu'il n'avait plus vue depuis des mois. Même Kenny Ortega, qui s'était inquiété profondément pour lui quelques jours auparavant, ressentit un fragile soulagement. Ce soir-là, ils effectuèrent une répétition générale complète. Michael interpréta « They don't care about us » avec des mouvements précis et une urgence qui surprit même son équipe. Il ne se contentait pas de suivre la chorégraphie. Il attaquait chaque battement comme si chaque seconde comptait. Dorian Holley, son coach vocal de longue date, raconta plus tard que Michael était totalement concentré, non seulement dans la performance, mais dans une forme de réflexion profonde. Il y avait dans son regard une intensité qui dépassait le simple cadre du spectacle. C'était comme s'il portait un message qu'il devait transmettre avant que le temps ne lui échappe. Holley remarqua aussi que Michael parlait plus souvent de guérison du monde, de propagation de l'amour et de l'utilisation du spectacle pour réveiller les gens. Il parlait moins des aspects techniques de la performance et davantage de ce qu'elle signifiait pour lui. Ce n'était pas une question d'applaudissement ou de reconquête de son statut de superstar. Cela semblait symbolique, presque comme une offrande finale, bien que personne dans la salle ne le perçût ainsi à ce moment-là. Malgré cette énergie retrouvée, beaucoup sentirent quelque chose d'étrange sous la surface. Michael paraissait mince, bien plus mince que ne devrait l'être un homme se préparant à 50 concerts. Son poids tournait autour de 130 livres pour près d'1,80 m. Certains le virent de serrer ses bras autour de lui entre les numéros, comme s'il luttait contre des frissons. D'autres remarquèrent la façon dont il fixait le vide lorsque les conversations s'interrompaient, s'échappant vers un monde intérieur que personne ne pouvait atteindre. De petits détails, mais rétrospectivement, de véritables avertissements. Pourtant, durant cette dernière répétition, Michael avança avec tout ce qu'il lui restait. Le spectacle commençait enfin à ressembler au chef-d'œuvre qu'il imaginait. Après avoir terminé un passage de Billie Jean, il sourit, leva légèrement la tête et dit à un membre de l'équipe « C'est ça, on y est presque ». La répétition prit fin peu avant minuit. Michael étreignit les danseurs, remercia l'équipe un par un et quitta la scène avec la même détermination calme qu'il affichait à son apogée. Personne ne réalisa que l'homme qui venait d'embraser la salle ne remonterait plus jamais sur scène. Pour beaucoup, ce souvenir, la dernière fois où il se déplaça avec autant de volonté, de passion et de désir ardent de se relever, les hante encore aujourd'hui. Derrière le rideau, les signes que personne ne pouvait ignorer. Alors que le monde croyait que Michael Jackson se préparait à un retour triomphal, ceux qui l'entouraient de près étaient témoins d'une réalité bien plus fragile derrière les portes closes. Les répétitions semblaient être prometteuses le 23 juin, mais les jours précédant cette nuit étaient remplis de signes troublants. Des signes que beaucoup n'ont reconnus comme des avertissements qu'une fois qu'il était trop tard. Michael n'était plus l'homme qui avait dominé les scènes pendant des décennies. L'usure physique, l'épuisement émotionnel et la pression d'un retour motivé par la nécessité financière commençaient à l'éroder de l'intérieur. Dorian Holley, qui travaillait avec Michael depuis 1987, ressentait une lourdeur inhabituelle autour de lui durant ces dernières semaines. Ils avaient déjà traversé des tournées mondiales et des emplois du temps exténuants. Mais cette fois, Michael semblait détaché d'une manière que Holley ne parvenait pas à décrire pleinement. Il parlait avec une douceur proche de la tristesse, répétant certaines phrases comme s'il luttait contre des pensées qu'il ne pouvait pas exprimer. Il parlait d'amour, de protection de la planète, du désir d'utiliser le spectacle pour inspirer un changement. Ce n'était pas de simples réflexions. Cela ressemblait davantage à des confessions. Bill Whitfield, le garde du corps de longue date de Michael, voyait une autre dimension de la lutte. Il remarquait à quel point Michael était devenu mince et fragile. Il voyait le poids des attentes qui pesaient sur lui. 50 concerts à guichet fermé, des dizaines de millions de dollars en jeu, et un promoteur exigeant la perfection, peu importe le coût pour l'homme, au centre de tout cela. Whitfield dira plus tard que le stress était évident.
Il était vraiment sous pression, confia-t-il. Et le stress tue. L'environnement autour de Michael était devenu chaotique. Trop de conseillers, trop d'exigences, trop de personnes affirmant savoir ce qui était le mieux pour lui. Beaucoup servaient leurs propres intérêts, attirés par l'argent, l'influence ou la proximité avec le King of Pop. C'était un monde rempli de personnes qui acquiesçaient à tout, des gens qui ne remettaient jamais en question les décisions, même lorsque ces décisions mettaient en danger la santé de Michael. Pendant ce temps, son médecin personnel, le docteur Conrad Murray, devenait une présence constante dans la vie de Michael. Les membres du personnel le voyaient transporter des bouteilles d'oxygène dans et hors de la chambre du chanteur chaque matin. Il murmurait des questions sur ses méthodes, se demandant pourquoi un artiste censé être en bonne santé avait besoin d'un équipement habituellement réservé à des problèmes respiratoires graves. Mais personne n'osait l'interroger. Murray était, après tout, le médecin, choisi, financé et chargé du bien-être de Michael. À mesure que les répétitions s'intensifiaient, l'instabilité émotionnelle de Michael devenait plus difficile à ignorer. Son emploi du temps était brutal, son sommeil presque inexistant, et il dépendait fortement de médicaments juste pour passer la nuit. Certains jours, il semblait distant et confus. D'autres, il paraissait terrifié. Par moments, il semblait remettre en question les personnes autour de lui, répétant la phrase « Pourquoi je ne peux pas choisir ?» Une ligne qui résonne encore douloureusement pour ceux qui l'ont entendue. Tout le monde sentait que quelque chose n'allait pas. Tout le monde percevait qu'un point de rupture approchait. Mais personne n'imaginait que ce point culminant surviendrait moins de 48 heures plus tard. Le matin où tout a basculé. Le matin du 25 juin 2009 commença tranquillement dans la maison louée par Michael Jackson à Holmby Hills. Pour la petite équipe travaillant sur place, c'était un jour comme les autres. La chef Kye Chase arriva vers midi pour préparer les repas habituels. Les enfants étaient dans leur chambre. La maison était calme, mais sous cette tranquillité, quelque chose avait changé. La routine s'était subtilement modifiée, sans que personne ne s'en rende compte à ce moment-là. D'ordinaire, le docteur Conrad Murray descendait tôt en transportant des bouteilles d'oxygène, une vision inhabituelle, mais à laquelle le personnel s'était habitué. Ce matin-là, il ne le fit pas. Kye Chase remarqua immédiatement cette absence. Quelque chose semblait étrange, sans qu'elle puisse l'expliquer. Peut-être que Michael se reposait simplement. Après tout, il avait répété jusqu'après minuit quelques heures plus tôt. Personne n'imaginait qu'à l'étage, une crise se déroulait derrière une porte verrouillée. Peu après midi, le silence de la maison explosa. Le docteur Murray dévala soudain les escaliers dans un état de panique que le personnel n'avait jamais vu. Sa voix tremblait, désespérée et incontrôlée, tandis qu'il criait « Va chercher Prince !» Le fils aîné de Michael monta en courant, ignorant qu'il s'apprêtait à vivre le moment le plus traumatisant de sa vie. Kye Chase et les autres membres du personnel restèrent figés. Ils savaient qu'un drame se produisait, même avant d'entendre les pleurs. À l'étage, le chaos éclata. Des pas précipités, des portes claquées, des voix brisées par la panique. Les enfants de Michael se mirent à pleurer, et le son de leur peur emplissait la maison. Kye Chase décrivit cet instant comme surréaliste, un moment où le monde semblait ralentir, alors que le désastre s'accélérait autour d'eux. Au bas de l'escalier, les employés se tinrent la main et prièrent en silence. « Faites que M. Jackson aille bien », murmurait-il, même si, au fond d'eux, beaucoup sentaient déjà la vérité qu'ils refusaient d'affronter. Les secours arrivèrent peu après 12h22. Ils traversèrent rapidement la maison pour atteindre la chambre de Michael, où le docteur Murray tentait de le réanimer. Malgré les efforts de l'équipe médicale, Michael ne réagit pas. Il fut transporté en urgence au Ronald Reagan UCLA Medical Center. Le personnel reçut l'ordre de quitter la propriété à 13h30, signe que quelque chose d'irréversible venait de se produire.
L'anxiété et la peur emplissaient l'air alors qu'ils se rassemblaient à l'extérieur dans l'attente d'une nouvelle qui ne pourrait être bonne. Puis, à exactement 14h26, heure du Pacifique, l'annonce que personne n'était préparé à entendre tomba. Michael Jackson, père, icône, superstar mondial, avait été déclaré mort. Moins de 14 heures plus tôt, il répétait encore avec détermination. À présent, le King of Pop avait disparu, laissant derrière lui un silence presque impossible à comprendre. Le monde s'arrête et les reproches commencent. Lorsque la nouvelle de la mort de Michael Jackson tomba à 14h26, le 25 juin 2009, le monde bascula. Des foules se rassemblèrent en quelques minutes devant le UCLA Medical Center. Des fans pleuraient ouvertement sur les trottoirs. Les chaînes de télévision interrompirent leur programme, les présentateurs peinant à confirmer ce que des millions espéraient encore être une fausse rumeur. Mais cette fois, ce n'était ni un malentendu, ni une erreur, ni un canular. Michael Jackson, l'homme dont la musique avait façonné des générations, était réellement parti. Pour ceux qui le connaissaient personnellement, la première réaction ne fut pas l'incrédulité, mais la culpabilité. Le garde du corps, Bill Whitfield, raconta plus tard que lorsqu'il entendit le premier rapport, il tenta de le nier, se rappelant les innombrables fois où Michael avait ri des fausses annonces de sa mort. Il se souvenait d'un trajet en Virginie où une radio avait annoncé à tort que Michael était décédé, et Michael, assis calmement à l'arrière, avait simplement secoué la tête en souriant. « Ça m'arrive tout le temps », avait-il dit. Mais cette fois, les appels continuaient d'arriver. Les sirènes devant le UCLA étaient réelles. Le choc du monde était réel. Et le silence qui suivit l'était tout autant. Dans les jours qui suivirent, la quête de réponse commença. Le rapport officiel du coroner confirma ce que beaucoup redoutaient. Michael Jackson était mort d'une intoxication aiguë au propofol, combinée à des benzodiazépines présentes dans son organisme. Il s'agissait de médicaments puissants, normalement utilisés en milieu chirurgical, jamais destinés à être administrés à domicile. Et ils avaient été donnés par la seule personne chargée de le maintenir en vie, son médecin personnel, le docteur Conrad Murray. En approfondissant l'enquête, les autorités découvrirent l'ampleur des problèmes d'insomnie de Michael. Murray admit qu'il administrait des doses nocturnes de propofol depuis des semaines pour aider le chanteur à dormir. Un traitement qu'aucun médecin responsable n'aurait accepté. Il confessa également que le matin du 25 juin, après une nuit entière de sédatifs inefficaces, il céda finalement aux demandes répétées de Michael. Quelques minutes plus tard, Michael cessa de respirer. Le public voulait des comptes. La famille de Michael voulait justice. En 2011, Conrad Murray fut reconnu coupable d'homicide involontaire et condamné à 4 ans de prison, dont il en purgea 2. Mais même avec cette condamnation, beaucoup pensaient que l'histoire ne s'arrêtait pas là. Trop de personnes l'avaient laissé tomber. Trop avaient ignoré les signes. Trop avaient profité de son succès tout en détournant les yeux de sa souffrance. Michael se préparait à 50 concerts. Il travaillait plus dur qu'il ne l'avait fait depuis des années. Mais il était entouré de pression, d'attentes et de gens qui avaient plus besoin qu'il performe qu'il ne survive. Alors que le monde pleurait sa perte, une question douloureuse résonnait partout. Sa mort était-elle le résultat d'une seule décision irresponsable? Ou l'effondrement final après des années d'exploitation, d'épuisement et d'isolement émotionnel? Pour beaucoup de ceux qui l'aimaient, la réponse était évidente. Un homme a administré la dose fatale, mais le monde entier a contribué à construire le fardeau qui l'a écrasé. Son dernier message est l'héritage qu'il n'a jamais pu achever. Après la mort de Michael Jackson, un moment revenait sans cesse dans l'esprit de ceux qui se trouvaient au Staples Center le 23 juin. La dernière répétition, la dernière étincelle de génie, la preuve ultime que le King of Pop avait encore tant à offrir. Pour beaucoup, ce n'était plus une simple répétition de concert. Cela ressemblait à un adieu. Ceux qui l'ont observé ce soir-là admettront plus tard que quelque chose dans sa performance semblait symbolique,
comme si Michael versait chaque parcelle d'énergie restante dans un message qu'il voulait transmettre au monde. Pendant They Don't Care About Us, sa voix portait un poids qui n'était pas seulement musical. Il bougeait avec précision, pas seulement avec assurance. C'était comme s'il comprenait que ce pourrait être sa dernière occasion de s'exprimer à travers son art. Son coach vocal de longue date, Dorian Holley, affirma que Michael semblait presque soulagé ce soir-là. Comme si, pour la première fois depuis des mois, le spectacle auquel il travaillait si durement prenait enfin forme. Holley pensait que Michael voyait la ligne d'arrivée. Il ne savait simplement pas qu'elle marquait la fin de sa vie plutôt que le début d'un retour triomphal. Mais derrière la brillance sur scène se trouvait un homme poussé bien au-delà de ses limites. La pression constante de la perfection, le poids financier d'une dette massive, la peur de décevoir les fans qui attendaient son retour depuis des années, et le fardeau émotionnel de décennies passées sous un examen public intense. Michael parlait souvent de vouloir guérir la planète, répandre l'amour, rappeler aux gens leur humanité. Ce n'étaient alors pas les paroles d'un homme obsédé par la célébrité. C'était celle de quelqu'un en quête de paix. Dans les semaines suivant sa disparition, les images de sa dernière répétition devinrent à la fois une consolation et une douleur. Elles montraient un homme dont le génie brûlait encore. Un homme qui se battait pour retrouver la joie à travers la performance. Un homme qui, malgré l'épuisement physique, les tourments émotionnels et une insomnie dévastatrice, montait encore sur scène et créait de la magie. Pour le monde, cela rappelait le talent unique qu'il possédait. Pour ceux qui le connaissaient, cela rappelait le fardeau insupportable qu'il portait. Sa mort laissa derrière lui 3 enfants, Prince, Paris et Blanquette, qui perdirent non seulement un père, mais aussi la personne qui avait le plus cherché à les protéger du chaos de la célébrité. Elle laissa des fans qui avaient grandi avec sa musique et croyaient qu'ils le verraient briller à nouveau. Et elle laissa une industrie forcée d'affronter une vérité inconfortable. Même les étoiles les plus brillantes peuvent être poussées jusqu'à se briser. Michael Jackson n'a pas quitté ce monde en silence. Il est parti après avoir offert une dernière performance pleine de cœur, d'urgence et de sens. Et dans ce dernier moment, il a montré exactement qui il était. Un homme dont le premier amour était la musique, dont le dernier acte fut la création, et dont l'héritage, malgré les controverses, malgré la tragédie, reste inégalé. Les dernières 24 heures de Michael Jackson furent remplies de pression, de détermination et d'un combat bouleversant pour trouver un repos qui ne vint jamais. Sa dernière répétition prouva qu'il avait encore la magie, mais son corps ne pouvait plus supporter le poids qu'on lui imposait. Quel moment de ces derniers jours vous a le plus touché? Dites-le nous en commentaire et n'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine histoire.